Oh oui. Oh, je vois que tu aimes ça, hein. Oh oui. Allez, donne-moi ton mucus. Allez. Oh, vous êtes là. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais... Allez, je vous explique tout dans la vidéo. Ouais, vous inquiétez pas, je vais bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à ta question Anne-Lise. Anne-Lise, c'est une de mes abonnées. Elle m'a posé une question super intéressante et du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ça me fait penser que si vous avez des questions, c'est possible que je les traite aussi. Ouais, ça m'inspire et puis j'aime bien cet échange entre vous et moi. Et si vous êtes sage, à la fin de la vidéo, je vous montre en exclusivité mondiale le tout premier séchoir à cagouille mobile. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un séchoir à cagouille mobile, c'est pas bien. Mais c'est pas grave, parce que je te mets le lien dans la description de ma vidéo au problème et je t'explique le concept. Jetez un coup d'œil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous adresser un immense merci. Vous êtes tellement nombreux à m'avoir aidé sur la plateforme participative de Mimosa que grâce à vous, je peux déjà financer ma cellule de refroidissement. Une cellule de refroidissement, ça ressemble à ça. Ça coûte une couillée de mie. Et pour me rappeler que c'est grâce à vous que j'ai pu financer cette machine, je vais marquer le nom de tous les participants dessus. Comme ça, j'oublie pas la force du nombre et la solidarité. Merci encore. Et j'en profite pour vous rappeler que ma page Mimosa, elle n'est pas encore terminée. Alors si vous choisissez de vous aussi m'aider en participant à l'entraide, eh ben, il y a le lien dans la description de la page Mimosa. Vous verrez, il y a plein de choses que je vous offre en contrepartie. Alors Anne-Lise, tu voudrais savoir si une exploitation hélicicole qui appartient à la filière alimentaire peut être rentable si elle est spécialisée uniquement dans l'atelier élevage. En gros, ça veut dire que tu achètes tes naissins, que tu les montes à maturité pendant 120 jours si tout se passe bien, s'il n'y a pas les grosses canicules, et ensuite que tu les sèches, parce que oui, les sécher, ça fait partie de l'atelier élevage. Salut Cisco, attends, je discute. Que tu les sèches, et ensuite que tu les vends vivants. C'est une bonne question. Et la réponse est oui. Voilà, merci de m'avoir suivi. Bonne journée. Embrassez vos enfants. Plus sérieusement, la réponse c'est oui et non. Tu sens que ça va être compliqué. Pour commencer, à la seconde même où nos surprenantes mécaniques cérébrales allument l'idée de s'installer en agriculture, tu dois te poser cette question-là. Quelles sont mes valeurs? Oui, dit comme ça peut paraître pipou. Mais c'est hyper important. Ben ouais, si tu bosses en accord avec tes valeurs, tu as forcément gagné la partie. Déjà, tu es heureux dans ton travail et ça te rend vraiment performant. Tu te rends compte que tu crées, tu deviens utile au monde, utile pour les autres. Les efforts et le travail que tu donnes, ça devient un jeu hyper satisfaisant. Et au final, tu deviens ancré. Et c'est la meilleure façon de vivre. Comment dans cette position? Tout ça pour te dire que quand tu t'installes, c'est pas toi qui t'adaptes au travail, mais tu fais l'effort d'adapter le travail à toi. Ouais, ça fait partie des privilèges des indépendants. Seulement voilà, ça demande beaucoup d'introspection parce que tu dois savoir ce que tu veux, tu dois savoir quelles sont tes valeurs et finalement savoir ce qu'on veut, c'est peut-être la question la plus compliquée du monde. Et finalement, ça te demandera une très grosse analyse stratégique. Parce que être heureux, oui, c'est ce qu'il y a de plus important, on est d'accord. Mais par contre, si ton exploitation elle tourne, c'est mieux, faut être honnête. Hein, du coup, le tout premier conseil que je vous donne, c'est faites une année de formation. C'est vraiment très utile. Vous allez dans un lycée agricole, vous faites un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Là-bas, vous allez passer énormément de temps à définir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos valeurs et vous allez énormément travailler pour trouver des stratégies de travail qui collent avec qui vous êtes. Ça vaut le coup et je le ferai jamais aussi bien qu'un professeur. Et d'ailleurs, j'ai même pas cette prétention, même pas l'envie, j'ai pas le temps. Alors Anne-Lise, pour commencer l'analyse de ton projet, la première chose à faire, une fois que tu as défini quelles sont tes valeurs, ce que tu veux vraiment, c'est de faire une liste énorme avec le plus d'éléments possible sur les paramètres qui entourent ton environnement. Ça peut être 1 million de trucs. La nature des sols, le climat, ta force financière, la taille de ta surface agricole, as-tu ou non de l'eau à disposition, tac, il y en a plein.
Ensuite, tu reprends chacun de ces paramètres, les uns après les autres, et tu définis si c'est une force ou une faiblesse. Et tu expliques pourquoi. C'est comme ça qu'on fait. Petite note, une exploitation avec zéro faiblesse et zéro contrainte, ça n'existe pas. Déjà, on aurait tous la même, parce que nous, les faiblesses et les contraintes, c'est pas ce qu'on préfère. À noter également qu'un point stratégique peut être une force pour un agriculteur et devenir une faiblesse pour l'autre. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, c'est l'environnement qui décide si c'est bien ou si c'est pas bien. Par exemple, j'en parlais avec Mandine, une autre de mes abonnés. Comme tu le sais, j'ai fait le choix stratégique de fixer mes doses sur des claies. Et si tu sais pas ce que c'est pas bien. Mais c'est pas grave, parce que je te mets le lien dans la description de la vidéo, l'invention géniale du plus grand télésciculteur de tous les temps. Et tu comprendras ce que c'est que des doses et des clés. Pour moi, monter des doses sur des clés, c'est clairement une force. Rapidité à l'installation des parcs, rapidité au démontage, facilité d'entretien, bonne esthétique, ouais. Plein de trucs qui font que j'ai monté des doses sur des clés. Mais comme dans tous les choix stratégiques, il y a une certaine liste de forces et une certaine liste de faiblesses. Et parmi les faiblesses, il y a la construction des clés. Ça prend énormément de temps. Là, j'ai plus de 200 clés, j'ai fait une vingtaine d'heures à visser. Pour moi, c'était pas un problème parce que je me suis dit que je passe mes 2 ou 3 jours à faire ça et après je suis tranquille 2 ou 3 ans. Par contre, pour Mandine, cette faiblesse de perdre des vingtaines d'heures à construire des clés, c'est complètement rédhibitoire parce que simplement ça rentre pas dans son cahier horaire de travail. C'est pas elle qui a raison et moi qui ai tort ou l'inverse, c'est que on a chacun pris des décisions stratégiques en fonction de notre environnement. Voilà. Et dès que tu as fini cette étape, tu dois commencer à réfléchir aux possibilités de diversification. Parce que le monde a changé, le monde change et le monde y changera. Si ton exploite, elle ne peut pas suivre le cours d'eau, c'est pas bon. Donc réfléchis à tout ce que tu peux faire en plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Enfin, plus tu as des possibilités de diversification pour ton avenir, plus tu es sereine. La bonne nouvelle, c'est que je vais t'offrir une idée de diversification qui a le vent en poupe. Ou en proue, je suis plus sûr de l'expression. Bon, revenons-en à nos cagouilles vendues en vif. Ce que je te propose, c'est de prendre le paramètre un petit peu nerf de la guerre qui est la cible de la clientèle. À mon avis, quand tu vends des escargots vifs, tu n'as pas 1 million de clients. Premièrement, tu auras, je pense, 4 ou 5% de clients privés qui aiment transformer eux-mêmes les escargots. Tu sais, ils sont un petit peu nostalgiques, ils pensent à Mémé et les grandes tablées qu'elle faisait en famille. Ils vont te prendre 4-5 kilos, ça c'est sûr. Premier client. Mais le gros de ton activité, elle ne sera pas avec ces clients-là. Ça sera des gens comme moi, des professionnels qui malheureusement auront loupé leur saison hélicicole. Et bosser avec des pros, ça implique 2-3 trucs. Premièrement, ton pouvoir de rendement. Parce que les pros comme moi, on ne va pas t'en acheter 4 kilos. On va plutôt t'en acheter 2, 3, 4, même 500 kilos. Ça, c'est plutôt une force. Parce que des malheureux héliciculteurs qui auront loupé leur saison d'élevage, tu vas en croiser. Et ils vont être vachement contents d'avoir un plan B, de t'avoir toi. Le premier constat, c'est qu'avec seulement 5 ou 6 acheteurs comme moi, toi, tu dois être capable de produire 3 tonnes d'escargots. C'est beaucoup d'escargots. Clairement, tu pars sur de la grosse exploite. Tu pars minimum avec 3000 m² d'escargots. Du coup, ça implique 2-3 trucs. Pour commencer, l'eau. Si tu n'as pas de source, une eau privée, une rétention d'eau ou un puits, et que tu dois acheter l'eau du réseau, laisse tomber parce que tu ne seras jamais dans tes chiffres. Ça boit énormément d'eau. Deuxième chose à noter, c'est l'augmentation de la charge horaire. Parce que tous les jours, tes mangeoires, tu dois les nettoyer, les tenir au propre pour éviter la propagation de bactéries. De passer de 200 m² comme moi à 3000, plus la même. Non, plus la même. Il faut aussi prévoir le gros budget pour l'installation, parce que les parcs comme ça grand, ça va coûter assez cher. Et bien sûr, plus tu as de parcs étendus, plus tu es exposé au risque de prédation. Ça sera plus compliqué de protéger énormément de parcs que des petits parcs. Et avec ça, tu vas aussi devoir faire face à des clients exigeants. Parce que contrairement aux petits clients privés, nous, on n'achète pas des escargots pour faire honneur à Mémé en organisant des belles tables familiales. Nous, on est là pour faire tourner notre exploitation, pour faire manger nos familles. Donc, on ne va pas rigoler. Et on ne va pas rigoler non plus sur les prix. Donc, prépare-toi à faire de la négoce. Là, comme ça, j'imagine que ça sera entre 15 et 25 € le kilo, suivant la qualité, suivant l'espèce, suivant ton label. D'ailleurs, le label, il faut qu'on en parle, parce que si tu n'es pas en bio
et ben des gens comme moi, on ne pourra pas les acheter. Parce que comme moi je suis en bio, je suis obligé de tout acheter en bio. Du coup, ça implique aussi des coûts pour toi si tu passes en bio. Mais maintenant, si d'après tes valeurs c'est bien ou pas, ça peut être une force ou une faiblesse. Mais voilà, le label bio c'est 600 € par année. Après, tu le retrouves dans les impôts parce que c'est déductible. Mais quand même, à un moment donné, tu dois les déposer, les 600 € par année. Et tous tes intrants, les farines que tu vas leur donner, ça doit être bio, tout doit être bio. Si tu mets des plantes, ça doit être bio. Donc tu augmentes encore le coût des intrants. Faut le savoir. Juste avec ce paramètre, le clientèle cible, on se rend compte d'une chose, c'est que ton projet, il n'est pas délirant. Avec une étude de marché bien ficelée, avec un bon prévisionnel, les banques, elles vont te suivre. Après, c'est un projet qui est bien ambitieux. Une belle exploitation bien ambitieuse, c'est à toi de définir si c'est une force ou si c'est une faiblesse. Bon, et maintenant, je vais te parler de ma super idée de diversification. On verra si ça te plaît. Pour commencer, tu dois savoir que mon idée, elle ne se situe pas dans la filière alimentaire, elle se situe dans la filière cosmétique et pharmacologique. Ah oui, ça existe. Parce que mesdames ou messieurs, vous faites bien ce que vous voulez, vous devez savoir que cette crème rajeunissante que vous vous mettez sur les joues, tellement efficace qu'on est surpris de savoir que vous savez déjà parler à votre âge, contient probablement du mucus d'escargot. Tout comme les sirops antitoussifs qu'on achète en pharmacie pour les fumeurs et tuberculeux, ils contiennent aussi du mucus d'escargot. Et ouais, je suis fumeur, j'ai des défauts. Faut bien mourir de quelque chose, comme on dit. C'est con cette phrase. Après, l'industrie du mucus, en vrai, c'est pas joli. Non, c'est pas joli du tout. Parce qu'en fait, l'escargot, pour produire du mucus, il doit réagir à des stimuli. Les stimuli les plus évidents, c'est le plaisir et la souffrance. Voilà, vous avez déjà compris, nous, pour produire de la souffrance, on est assez habile. Alors, accrochez-vous. La méthode utilisée, c'est qu'on met les escargots sur des plaques électriques, dessous on met un bidon et on met du voltage. Mais rassurez-vous, en France, on a une éthique. Ça, c'est complètement interdit par la loi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter à l'étranger. Ouais, on est bien. Oui, on est bien. L'idée, ça existe déjà, mais c'est beaucoup trop rare à mon goût, c'est d'employer le stimuli plaisir. On caresse l'escargot avec un petit coton-tige. Puis tu savais qu'en Suisse, un coton-tige, ça s'appelle un Q-tips. Tu peux t'en servir pour te grailler les oreilles ou ripolliner les joints de catel, comme ça t'enlèves le chenille. Ça c'est si t'es un peu obsessionnel compulsif. Si t'as compris ce que je dis, c'est que t'es pas complètement topio, t'es même bien dégourdi. Ou t'es suisse, dis-moi en commentaire si t'as pigé quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que si un jour je décide de me mettre de la crème sur les joues, je vais choisir un produit éthique et qui est rempli d'énergie positive. Pour ça, je suis d'accord de payer 4 fois le prix, il n'y a pas de problème. Et en ce moment, l'énergie positive, c'est carrément hyper important. Tout ça pour te dire que pour moi, produire de la nourriture, ça fait partie de mes valeurs, c'est quelque chose d'important. Mais si ça n'est pas pour toi, je pense vraiment que cette filière-là, il y a de l'avenir. Je le sens comme ça. En tout cas, j'espère que cette petite idée, elle va apporter du grain à ton moulin. Ou de l'eau à ton moulin. Je suis plus sûr de l'expression. J'en profite pour vous rappeler une de mes motivations que j'ai à faire du contenu YouTube. Je souhaite diffuser un maximum la connaissance de l'héliciculture pour susciter l'envie à beaucoup de monde de faire comme moi et devenir héliciculteur. Car oui, c'est un patrimoine français, c'est un savoir-faire qui est en train de disparaître. Et je trouve ça très dommage. Du coup, toi, tu peux vraiment m'aider à augmenter ma visibilité en faisant simplement ça. Parce que pour YouTube, plus il y a d'abonnés, plus il va proposer mes vidéos à des personnes. Et plus il y a des chances que l'une d'entre elles devienne un jour héliciculteur. Niveau répartition des tâches, toi tu es vachement gagnant. Parce que moi je m'occupe de l'écriture, du tournage, du montage, de la production. Et toi, tu fais juste ça. Alors je compte sur toi, fais ça. Alors comme promis, en exclusivité mondiale, j'ai l'honneur, l'avantage et le privilège de vous présenter le tout premier séchoir à cagouille mobile. Allez, venez voir. Bon, un séchoir mobile, comment ça marche? Le principe, il est extrêmement simple. C'est des prises d'air d'un côté et un extracteur d'air de l'autre et bien sûr un toit étanche. Donc mes prises d'air, elles se situent ici. Elles ont été placées d'un point stratégique. Une ici. Une autre derrière la caravane. Ici. Et deux autres là-haut. Une ici et une là. Vous voyez ce qui se passe? Ok.
Maintenant, le principe du mobile, c'est quelque chose qui a été inventé depuis longtemps, j'y suis absolument pour rien. C'est cet objet-là. Ça s'appelle une roue. Donc, tout autour de la caravane, il y a des prises d'air pour que l'air puisse rentrer. Et ici, ces petits rideaux gris, c'est les extracteurs d'air. Derrière ces deux volets, il y a des puissants ventilateurs. Je vous les montre après. Tout ça, c'est raccordé à une prise que j'ai rangée dans ce coffre. Voilà, c'est attaché dessus, c'est super pratique. Maintenant, je vous montre l'intérieur, le meilleur pour la fin. Vous vous rappelez, avant ça ressemblait un peu à ça. Il va y avoir pas mal de changements. Tadam! Tadam! Après vous, je vous en prie. Voici l'intérieur de mon séchoir. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé la totalité des meubles. J'ai construit une armature bois qui a deux fonctions. La première, c'est de tenir la carrosserie. Et la deuxième, c'est de sécher mes escargots. Parce que c'est ça le but du jeu. L'idée, c'est que j'ai mis en quinconce, ici, là, ici, et sur toute la longueur du râtelier, des vis. Avec ces vis, je peux mettre des sangles à cliquet décalées. Et sur ces sangles à cliquet, je vais sécher mes filets d'escargot. Pour attacher mes filets, j'ai trouvé cet objet-là. Il s'agit de crochets qui servent à attacher les sacs tactiques. J'ai pas trouvé moins cher que cet objet-là, ça coûte 80 centimes. Du coup, je peux me permettre d'en acheter beaucoup. Et le moteur du séchoir, il se trouve ici. C'est vraiment deux puissants ventilateurs. Alors on ne pourra pas le voir sur la caméra, mais je peux vous dire que quand ces deux-là ils tournent, c'est le Mistral dans la caravane, ça va sécher d'enfer. Ceux-ci, je les ai eu gratuits sur un plan Récup, je suis très content. Et lorsque je m'installe dans mon labo, j'ai aussi prévu de protéger mon câble électrique par terre en y mettant ces protège-câbles. C'est simplement des gommes qui permettent de rouler sur le câble sans les abîmer. Et il y en a 4. Et voilà, je vous laisse un petit instant pour réaliser que vous êtes à l'intérieur du tout premier séchoir à cagouille mobile au monde. En tout cas, à ma connaissance. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, très important, continuez de parler d'escargots. Allez, à bientôt. Et attends, j'ai une surprise pour toi. Regarde, j'en ai deux. Jenny? Ah, oui, non t'inquiète pas, non c'est pas ce que tu crois. Non, j'ai pas recommencé. Non, mais attends, pars pas, attends, Jenny, attends.